Bonjour tout le monde. Donc, comme il vient de dire, mon nom c'est Michel Guimont. Donc, vous avez probablement vu mon nom un peu passer partout parce que j'ai été stagiaire durant plusieurs années. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment content de vous présenter mon projet de maîtrise que je viens de commencer ce janvier. Donc, mon projet de maîtrise est sur la bande riveraine et la question qui est centrale à mon projet, c'est vraiment ça. Est-ce que la bande riveraine est finalement un outil efficace ou une problématique un peu plus à long terme pour la forêt boréale canadienne? C'est un peu trop fort, j'ai tendance à parler fort. OK, c'est bon. OK. Donc, pour la bande riveraine, je vais commencer avec une simple définition. Donc, la bande riveraine, c'est un outil sylvicole, donc un outil qu'on utilise quand on fait des coupes forestières, qui protège une partie qui est une largeur définie du milieu qui est riverain. Donc, qu'est-ce qu'un milieu riverain? C'est un milieu qui est écotone, donc de transition entre la forêt et l'eau. Donc, ce qui est important de comprendre avec tout ça, c'est que c'est des interactions qu'on a entre les deux. Donc, on ne veut pas séparer l'eau de la forêt. Donc, avec tout ça, on peut se demander pourquoi on a besoin de la bande riveraine, pourquoi il faut protéger l'environnement aquatique. Donc, comme vous pouvez voir, la coupe forestière a beaucoup d'impact sur le milieu aquatique. Donc, on peut penser à l'orniérage avec l'utilisation de la machine. On a aussi le lessivage, donc l'eau qui s'en va dans la coupe forestière qui apporte tous les éléments nutritifs. On a aussi l'apport qui vient des chemins forestiers. Donc, il y a beaucoup de sédiments qu'on peut retrouver avec la création de ponceaux, la création des chemins. On a aussi l'érosion avec l'utilisation de la machine et finalement la sédimentation, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est des photos que j'ai prises la semaine passée sur mon terrain. Donc, c'est vraiment flagrant que c'est important de protéger l'aspect aquatique. Donc, la fonction de la bande riveraine, c'est ce que je vais essayer de vous marteler aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de protéger la ressource aquatique. Donc, au Québec, techniquement, c'est quoi la bande riveraine? Eh bien, il faut se fier au RADF, donc le Règlement sur l'aménagement durable des forêts, qui dit qu'il faut avoir une largeur de 20 mètres de protection, où est-ce qu'on essaie de réduire, en fait, il n'y a aucune machinerie qui est rentrée à l'intérieur, pour encore une fois essayer de diminuer les impacts de la coupe forestière, surtout l'orniérage. Et finalement, on essaie d'avoir une réduction de la récolte forestière à l'intérieur pour essayer de laisser l'environnement riverain le plus intact possible. Donc, la grande problématique qu'on retrouve avec tout ça, c'est le risque de chablé. Donc, comme Marie-Lou en a parlé un petit peu tantôt, en augmentant l'exposition sur le territoire, en créant des ouvertures avec la coupe forestière, on augmente l'apport du vent et on augmente aussi la vitesse du vent. Donc, il y a plus de force, plus de charge directement sur les arbres, ce qui les fait tomber. On a aussi beaucoup de perturbations du sol et sur les arbres avec la coupe forestière. Comme je viens de parler, l'orniérage peut briser les racines, on peut aussi briser les branches, briser les arbres, des choses comme ça. Donc, on affaiblit aussi le peuplement, donc il est plus prompt à tomber. Et finalement, l'environnement riverain est un milieu qui est naturellement exposé. Donc, étant donné qu'on est à côté de lacs, de rivières, c'est des environnements qui sont ouverts, on crée des nouvelles ouvertures avec la coupe forestière, donc c'est normal que le vent fasse tomber tous les arbres. Donc, ça, c'est un peu une image classique de les bandes riveraines. On arrive, puis il y a presque la moitié des arbres qui sont tombés par terre. Donc, la problématique qui est avec mon projet, c'est surtout qu'on a fait une utilisation uniforme de la bande riveraine. Donc, le 20 mètres du RADF il est appliqué partout, nord, sud, est, ouest, dans toutes les conditions de territoire. Donc, ce n'est peut-être pas une utilisation qui est adéquate partout. C'est aussi une utilisation qu'on a fait à long terme. Donc, le RADF a été réaménagé à partir du RNI, qui a commencé dans les années 70. Donc, ça fait presque 50 ans qu'on utilise la bande riveraine comme ça. On a aussi une faible dimension. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, 20 mètres, ce n'est pas très, très large, surtout quand on a une haute mortalité avec les chablis. Donc, on voit directement au travers des peuplements. Donc, on peut se poser des questions sur son efficacité. Et aussi, ce qui est vraiment au cœur du projet, c'est un manque de suivi et d'entretien. Donc, on installe la bande riveraine, on fait notre coupe, on laisse 20 mètres, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le futur, on ne sait pas si c'est vraiment efficace. Donc, c'est vraiment le cœur de mon projet. Donc, l'objectif de mon projet, c'est d'essayer d'analyser la bande riveraine comme étant un outil de protection des écosystèmes aquatiques, mais aussi forestiers dans un milieu qui est boréal, donc ici en Abitibi. Donc, pour nous, on a deux types de peuplements qu'on va principalement regarder, donc l'épinette noire et le pin gris. Donc, ce qui ne doit pas vraiment vous surprendre. Donc, pour ce qui est de mes objectifs, on les a divisés en 3 chapitres. Donc, le premier, c'est surtout la structure de la résidence au chablis. Donc, comme j'en ai parlé tantôt, c'est une grande problématique qu'on retrouve. Donc, on va essayer d'analyser la structure et surtout la stabilité. Donc, comment est-ce que les peuplements se portent. Après ça, on va regarder la diversité végétale dans la bande riveraine. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le sous-bois, mais aussi quel type de substrat on peut retrouver, quel type de conditions de croissance qu'on peut avoir. Et finalement, la protection de la ressource aquatique. Donc, on veut voir est-ce que la bande riveraine est capable de faire sa job, finalement. Donc, pour ce qui est de mes hypothèses, la première, c'est avec mon premier chapitre, avec la structure et les impacts des chablis. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait plus de mortalité dans les sites qui ont été récoltés, étant donné qu'il va y avoir des impacts de la coupe, contrairement à des sites qui sont témoins. On s'attend aussi à ce qu'il y ait plus de mortalité avec l'épinette que le pin gris, étant donné que l'épinette est une espèce qui est vraiment très susceptible au chablis, étant donné son système racinaire beaucoup plus superficiel. Par la suite, on s'attend aussi à ce qu'il y ait plus de mortalité sur des sites qui sont en argile contrairement à l'escar, étant donné que l'argile est un substrat qui apporte moins de résistance aussi pour les racines. Donc, normalement, il y a plus de chablis. Donc, pour mon deuxième objectif, on va regarder la diversité végétale dans la bande riveraine.
Donc, avec ça, on essaie de regarder un effet un peu plus spatial dans la bande riveraine. Étant donné qu'on a un environnement qui est plus aquatique, un environnement de coupe et un environnement un peu plus intermédiaire, on a des conditions de croissance qui sont différentes avec tout ça. Donc, on pense qu'il pourrait y avoir une diversité dans la bande riveraine. Par la suite, on s'attend aussi qu'il y ait une diversité avec la présence de chablis, étant donné que ça crée des perturbations, donc des nouvelles conditions de croissance, mais aussi un apport massif en bois mort, donc ça peut aussi augmenter la diversité qu'on retrouve. Et finalement, mon troisième objectif, c'est la protection de la ressource aquatique. Donc, avec tout ça, on s'attend à ce qu'il y ait un effet de la coupe forestière. Donc, si on retrouve des coupes sans couper, probablement que la qualité de l'eau va être diminuée avec la présence de coupe. Et finalement, on s'attend aussi à ce qu'il y ait une diminution de la qualité de l'eau avec la présence des chablis, étant donné que c'est une perturbation de plus sur le territoire, donc on pense que ça pourrait avoir des effets. Donc, pour ma méthodologie, on se retrouve dans la MRC d'Abitibi, donc comme vous pouvez voir directement sur la carte. Donc, normalement, on est supposé être en dominance dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc, mais on est beaucoup plus écotone vers le nord, donc c'est pour ça qu'on est surtout en dominance d'épinette noire et de pin gris, qui sont mes deux espèces d'études. Et comme les autres en ont parlé un petit peu tantôt, on est en territoire avec une grande plaine d'argile, mais aussi la présence d'escarres, donc de sable et de gravier, qui sont les deux substrats que je vais regarder tout à l'heure. Donc sur ma carte, comme vous pouvez voir, j'ai 40 sites d'études un peu partout sur le territoire, donc j'ai fait du pick-up un peu en malade l'été passé. Donc pour ce qui est de mes critères de sélection, on voulait essayer de représenter le territoire de la MRC d'Abitibi, mais aussi le type de récolte qu'on fait, les conditions de coupe un peu classiques. Donc, ce qui est important de voir aussi dans mes critères, c'est qu'on a pris des années de récolte qui y a 15 à 20 ans. Donc, on voulait voir un effet un peu plus de temps, donc de durabilité sur la bande riveraine. Donc, pour la largeur, on a pris des bandes standards de 20 mètres, avec les deux peuplements que j'ai parlé, donc l'épinette noire et le pin gris. Puis ça aussi, ça représente la coupe forestière, étant donné que les deux espèces ensemble, c'est environ 75 de ce qui est récolté. On voulait avoir des peuplements qui étaient matures, donc c'est pour ça qu'on a 70 à 90 ans, et mes deux types de substrats, donc l'argile et le sable. Donc, pour ce qui est de mon dispositif, on s'est fié aux différents critères que je viens de présenter, donc les deux types de peuplement, les deux types de substrats, qu'on a pris dans deux milieux, donc des bandes riveraines un peu plus standards de 20 mètres et des environnements témoins sans coupe forestière. Avec tout ça, on a fait 5 réplicas par groupe d'études ensemble, ce qui nous fait 46 d'études, comme j'en ai parlé tantôt sur ma carte. Donc, pour ce qui est de mon plan d'échantillonnage, on les a divisés encore une fois avec mes 3 objectifs. Donc, pour mon premier, on a regardé la stabilité et la structure des peuplements. Donc, on a fait un inventaire forestier, des paramètres un peu normaux, le DHP, position, la composition forestière, la hauteur, la pente, des choses comme ça. Et on a fait ça avec une photo comme ça, que vous pouvez voir une image un peu classique. Par la suite, on a regardé la diversité végétale dans les bandes riveraines. Donc, on a fait 5 placettes de 4 mètres carrés le long d'un transect pour essayer d'avoir encore une fois l'effet un peu plus spatial. À l'intérieur de ça, on a regardé tout ce qui était plus le sous-bois et le substrat, donc la régénération, la lumière qu'on peut retrouver, la profondeur du LFH, donc la matière organique, la couverture des débris ligneux, des choses comme ça, qu'on essaie de caractériser un petit peu l'impact des chablis. Dans des placettes comme ça. Là, la photo est vraiment zoomée, c'est pas si gros que ça. Et finalement, la protection de la ressource aquatique qu'on va faire cet été, que je suis en train de faire. Si vous voulez venir avec moi demain, je retourne sur le terrain. Il y a nos appuis, par contre, là. Mais on fait surtout l'échantillonnage des paramètres physico-chimiques de l'eau. Donc, on a regardé pH, température, les différents nutriments qu'on peut retrouver, le carbone. Et on a fait ça directement dans les lacs. Donc, ça, c'est une photo d'un des stagiaires qui est ici. Et après ça, on a fait ça en laboratoire où on fait des filtrations pour analyser ça plus tard. Donc, ça, c'est un schéma pour vous présenter une bande riveraine un peu standard, donc le 20 mètres que j'ai parlé tantôt. Donc, vous avez la placée de 400 mètres, donc 20 mètres par 20 mètres, qu'on a divisé en 3 sections. Donc, un milieu plus de bordure, un milieu intermédiaire au centre et un milieu plus riverain, pour encore une fois vous parler de l'effet un peu spatial qu'on peut retrouver à l'intérieur de ça. Vous avez mon transect avec les 5 placettes, désolé, et ensuite l'analyse de la partie aquatique directement dans l'eau. Donc, en conclusion, la contribution de mon étude, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire une remise en question de la bande riveraine. Donc, on va essayer d'intégrer l'aspect forestier, mais aussi l'aspect aquatique dans nos prescriptions sylvicoles, étant donné que souvent, il y a un manque avec les deux. On va essayer de décrire aussi la protection qu'apporte actuellement la bande riveraine pour voir ce qui est capable de faire son métier. Et on va essayer d'améliorer nos pratiques d'aménagement pour le futur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une bande riveraine un peu plus 2.0. Donc, merci à tout le monde. Moi aussi, je suis vraiment content. Je manque d'espace sur ma photo pour essayer de mettre tous les partenaires. Je voudrais dire aussi merci à mes stagiaires de l'année passée, mais aussi mes stagiaires de cette année, étant donné que je retourne sur le terrain. Et puis, je vais rester ici si vous avez des questions. Okay.